Anna Queiroz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes biologiste et vous êtes spécialisée dans alors je me lance, la zoopharmacognosie. Exactement. On aurait pu faire un terme plus simple quand même. C'est ça. Expliquez-nous ce que c'est. Alors la zoopharmacognosie, c'est le fait d'aller chercher à comprendre certains comportements animaux qui sont capables de se soigner. Aujourd'hui, on a la preuve qu'ils sont capables d'aller chercher dans leur environnement des plantes ou des terres, des argiles pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et en fait, c'est un domaine assez récent de recherche qui permet de comprendre comment est-ce qu'on peut s'en inspirer nous, en tant qu'humains, comment est-ce qu'on peut chercher à développer des nouvelles molécules thérapeutiques et trouver des solutions à nos problématiques humaines. Alors ce qui est formidable, c'est qu'en fait on se rend compte que tous les animaux quasiment s'auto-médicalisent, s'auto-soignent. Exactement. En fait, il y a beaucoup de règnes vivants. Dans le règne animal, il y a beaucoup d'espèces qui le font. Celles pour lesquelles on a le plus de preuves à l'appui, c'est vraiment pour les primates, c'est très clair. On a vraiment beaucoup de thèses, de travaux qui ont été faits. Oui, c'est parce que c'est les seuls qui ont été étudiés. Alors, exactement. on pense à Sabrina Krief notamment. Exactement, Sabrina qui a fait un travail énorme là-dessus, qui est capable vraiment, avec une méthode très claire, de prouver pourquoi est-ce qu'ils utilisent ces plantes-là et de vérifier l'état avant-après utilisation. On a aussi des oiseaux qui le font, mais on a d'autres mammifères comme l'ours. D'ailleurs, c'est un des premiers l'ours qu'on a en tête comme exemple parce qu'en fait, des millénaires avant Jésus-Christ, en fait, l'ours après hibernation était très observé par les Indiens notamment, les Indiens Navaros, qui regardaient ce que faisait l'ours à son réveil après son hibernation. Et ils se frottaient notamment des plantes, des racines de plantes. Et on a gardé en fait la dénomination Ocha. C'est justement en rapport à cet ours, puisque ça veut dire ours en langue amérindienne. Et est-ce qu'il y a d'autres animaux? Parce qu'on sait qu'on a découvert des choses assez extraordinaires sur les fourmis aussi. Alors, effectivement, chez les insectes, c'est un domaine de recherche un peu plus récent. On arrive aujourd'hui à tirer des conclusions sur pourquoi l'utilisation de certaines plantes plus que d'autres. Mais c'est vraiment là sur les primates qu'on a des publications qui nous permettent aujourd'hui d'en tirer des conclusions qui sont entre guillemets transposables pour l'humain. C'est sur ce règne-là. Et vous travaillez exactement alors sur quoi? Sur quel animal? Moi, il y a deux aspects qui m'intéressent chez les grands singes, mais aussi chez d'autres primates. C'est l'utilisation de certaines plantes par voie topique. Ce qu'on appelle le fur rubbing, c'est le fait de se frotter la fourrure avec certaines plantes. Ça, c'est vraiment un aspect qui m'intéresse parce que je suis spécialiste du tissu cutané aussi. Donc, c'est intéressant pour moi de comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer nos problématiques cutanées au même titre que le font certains animaux en se frottant des plantes. Alors là, donnez-nous un exemple par exemple. On a par exemple le capucin moine, le capucin à face blanche qui adore se frotter des différentes plantes du genre citrus, du genre aussi, on a le genre Comilina qui est fait pour les orang-outans. L'orang-outan l'utilise lui quand il a des problèmes articulaires, donc on a vraiment différents exemples. Parfois c'est pour s'enlever les parasites et pour cicatriser quand il y a un problème cutané. Parfois, c'est aussi un geste social. On sait que des grands singes ou des plus petits singes sont aussi capables d'utiliser ça comme un moment de sociabilisation ou pour renforcer les liens au sein d'un groupe. Et est-ce que souvent les mêmes herbes sont utilisées par différents animaux ou chacun a un petit peu sa potion médicinale à lui? Alors, ce qui devient intéressant, c'est qu'on peut parfois presque parler de culture, puisque même au sein d'une même espèce animale, tous n'ont pas forcément exactement les mêmes comportements. Il y en a qui aiment l'homéopathie et les autres pas. Exactement, ou alors ils n'ont pas forcément... Il y a une émulation, en fait, il y a un apprentissage individuel qui se fait, mais aussi un apprentissage collectif. Ça veut dire que le fait de voir les autres faire, ça peut aider certains individus du groupe à passer le cap. Mais on a des espèces plus ou moins friandes de nouveautés, on va dire des espèces plus ou moins néophobes. Et la néophobie, c'est le fait d'avoir pas forcément d'appétence pour la nouveauté. Et en fait, c'est ça qui va jouer aussi. Est-ce qu'au sein d'un groupe, on passe rapidement à l'acte pour une nouvelle plante et est-ce qu'elle est rapidement intégrée au sein de la structure ou est-ce que ça met plusieurs années à arriver pour l'ensemble du groupe? Donc non, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de généralité. C'est rare qu'on trouve vraiment des cas où toutes les espèces utilisent exactement la même plante de la même manière, avec le même temps de mastication, etc. Pour l'instant, on en est au démarrage et je suppose que ce qui nous intéresse, c'est évidemment les applications pour les humains. On est en plein bio-inspiration, c'est ça? Exactement, ça rejoint en fait un plus grand courant qui est le biomimétisme auquel effectivement il y a un regain d'intérêt. C'est pas des disciplines si nouvelles que ça en fait, que ce soit la zoopharmacognosie ou le biomimétisme, l'humanité en a toujours eu conscience. Mais peut-être que d'un point de vue recherche, il y a plus d'efforts qui a pu être fait ces dernières années et plus de méthodologies qui permettent de tirer des conclusions plus fines. Et effectivement, dans le cadre du biomimétisme, aujourd'hui, on sait que le fait de trouver des solutions en s'inspirant du vivant,
c'est quelque chose qui a toujours été fait par l'homme, mais on a accès aujourd'hui à une banque de données et une méthodologie entre chercheurs, académiques, ingénieurs et ceux qui proposent les solutions à la fin de la chaîne, qui est peut-être beaucoup plus fluide et qui a accéléré le mouvement ces dernières années. Alors quels vers animaux là vous allez travailler et quels sont vos objectifs là? Pour le biomimétisme, il y a deux cas de figure moi, qui m'intéressent en particulier. C'est les plantes qui sont capables de dépolluer les sols. On parle de phytorémédiation. Ça, c'est vrai que comme la pollution, c'est un sujet, elle a des conséquences sur nos organismes et notamment sur la peau. Je m'intéresse à trouver des plantes qui sont capables d'aller capter des métaux lourds grâce à leur système racinaire et qui sont capables de survivre à des hautes teneurs en polluants. Parce qu'on peut imaginer qu'elles aient donc dans leur machinerie, dans leur métabolisme, des molécules qui peuvent aussi être intéressantes pour nous. Donc ça, c'est un des sujets, vraiment la phytorémédiation qui me prend beaucoup de temps. Et il y a aussi tout l'aspect sécrétion de certains gros sucres. On a des molécules qui sont sécrétées par des organismes marins, notamment des bactéries, qui vivent en symbiose. Je pense à une bactérie qui est en symbiose avec l'anémone de mer. Elle va produire des très très gros sucres qui sont très utiles à l'anémone. Et on est en train de chercher des propriétés à ces sucres et voir si, à l'échelle de notre organisme ou du tissu cutané, on peut trouver des choses intéressantes. Passionnant, merci. Avec plaisir.